Il est 1h40 du matin de la nuit du 17 16 au 17 mai 2016. Je reprends cette proposition que j'avais intitulée 30 ans, c'est du lourd. Et je rajoute entre parenthèses d'une histoire qui se poursuit toujours. Donc on est déjà le 17, on n'est plus tout à fait au voisinage du 10 mai, et donc il y a 30 ans et quelques jours maintenant. Et évidemment, le temps ne s'arrêtant jamais, ou plutôt c'est comme ça qu'on le perçoit, et je suis déjà sur le chemin du 31e anniversaire. Donc ça continue et c'est ce qui pose question ou ce qui interpelle ou ce qui doit être relevé parce que c'est sympa, c'est mignon. C'est la persistance de cette histoire. En quoi cette histoire est-elle si différente des autres? Pourquoi est-ce qu'elle continue d'être agissante, d'être quelque part une référence, alors que tant d'autres histoires ont vraiment tiré le rideau et n'apparaissent plus ni comme référence positive ou négative. Il n'y a plus aucun attachement quelque part à ces histoires. Elles sont finies, classées, archivées, et même l'archive s'est plus ou moins perdue. Donc, alors que cette histoire-là, elle continue d'être active. Et c'est sa durée de vie qui m'interpelle. Mais ce qui m'interpelle encore plus, mais de façon gentille, c'est pas une interpellation grave, c'est juste sur le thème de quelque part d'une certaine quelque part d'une douce amertume. C'est doux et amer en même temps, mais il y a plein de choses qu'on aime parce qu'elles ont justement ce goût un peu un peu comment dire un goût un peu difficile, mais ça peut finalement ça peut se comment dire ça peut passer. Donc c'est l'histoire qui veut que le souvenir d'une personne, et il se, il se réactive, mais de façon extraordinaire, étonnante, et qui me laisse pantois. Pourquoi je retrouve le rire, plutôt le sourire, la gestuelle, il y a des choses, la personne redevient vivante. Vivante, mais ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas une image brouillée, une image tremblotante, c'est une image claire. Quelque part, je dois me diriger vers la vieillesse, peut-être l'âge où certains souvenirs reviennent avec beaucoup de netteté. D'ailleurs, certains vieillards ont des souvenirs tout à fait nets de certaines périodes de leur vie. Évidemment, il y a sûrement du tri, comme pour moi dans mes histoires. Il y a sûrement des histoires qui sont plus vivantes, plus saillantes, plus visibles, plus permanentes que d'autres. Et donc, je suis, je tiens donc à reprendre cette proposition juste pour signaler cela et quelque part m'en réclamer. Je tiens quelque part à me réclamer à travers cette prise de parole, à travers ces propositions. Je suis arrivé, ça devait
se préparer bien avant, mais je suis arrivé c'est cela que je voulais, à me réclamer de cette partie de ma vie, et peut-être je m'en réclamerai de plus en plus. C'est mon histoire, et quelque part, comme j'avais pensé pour deux de mes morts, j'avais pensé les amener avec moi à un stade de foot, un match, et puis réserver deux places. Et faire comme s'ils étaient à côté de moi en train de regarder le match avec moi. Deux morts, deux de mes morts, dont je sais la passion pour le foot et aussi la passion pour l'équipe de notre ville natale. Donc je pourrais, comme un peu transposer cela, et prendre cette personne d'il y a 30 ans, la prendre avec moi, l'amener au théâtre, l'amener au cinéma. On a été au théâtre une fois, on a été au cinéma plusieurs fois, de nombreuses fois, et même si certaines salles ont fermé, il reste au moins une salle, et nous pourrions y aller, elle et moi. Elle, pour laquelle je réserverai, je prendrai une place et un ticket. Et puis, on verra, on choisira ensemble un film et on le regardera ensemble. Un de ces films A et C, comme on en a tant vu, et peut-être un Woody Allen, pourquoi pas, ce serait une bonne proposition. Et voilà. Je ne veux pas avoir affaire à la personne vivante, à la personne, à la quinquagénaire, mais je veux avoir affaire à celle qui avait le même âge que moi quand on s'est rencontrés, 25 ans, 25 ans, ou peut-être 24 ans, je ne sais plus. Mais en tout cas, on était proches. Et c'est cette personne que je veux amener. Et puis peut-être on ira ensemble après prendre une crêpe. Et puis peut-être on ira manger des cerises. Non, des fraises. Des fraises. Faut pas que je me trompe. C'est cela. Si, par exemple, pourquoi cette façon de désirer les choses, c'est presque un peu, comment on dit, un peu tiré par les cheveux, un peu exagéré. On n'amène pas des fantômes assister, faire en sorte, on ne fait pas commerce avec les fantômes. Et pourtant, donc quelque part, au lieu de voir le, une histoire, peu importe sa durée, de la voir comme un tout fermé et un tout qui aurait tendance à exclure tout retour en arrière. Non, j'ouvrirai cette histoire, je l'ouvrirai, la page que je veux, à la page que je veux, le jour que je veux, à l'instant que je veux. Et c'est cela, c'est cela mon choix et mon appétence. J'ai l'appétit pour certains instants et pas du tout pour d'autres, que je considère, que je dois aussi considérer avec bienveillance. Les instants dits extrêmes, dits tendus, sont aussi des instants. C'est la variété, la variation qui crée quelque part le mouvement. Un peu de vent, et puis on commence à voir des vagues, les vagues se commencer à être un peu plus actives. Un peu de vent, ça fait pas de mal. Donc un peu de vent, même beaucoup de vent, la tempête aussi a son charme. Et ce n'est pas toujours ce qui est peut-être destructeur, et aussi dans un autre versant est aussi une force qui permet
de passer d'un état à un autre, ce qui est les moments tendus, les moments difficiles, ne sont en fait qu'une autre variation sur le même thème. Je t'aime un peu, je t'aime beaucoup, je t'aime pas. Il reste qu'il y a toujours le même verbe qui est répété. Et on est toujours dans l'amour. Dans l'amour réduit, dans l'amour grandi, dans l'amour donné, refusé. Il s'agit tout, on est toujours dans dans cette scène-là. La négation finit par devenir, par s'effacer. Ce qui était refusé peut être contourné quelque part. Donc, c'est au-delà du temps. C'est comment on dit, à l'inverse du temps, contrarier le temps, contrarier la logique des événements, contrarier la continuité d'une histoire et aller s'installer. Comme le temps est une notion qui est sûrement relative, nous pouvons, si il y a des moments qui sont brefs, mais qui nous laissent un souvenir impérissable, alors pourquoi pas faire la même chose avec nos souvenirs. Certains de nos souvenirs sont habitables pendant une éternité. Un geste peut être, comment dire, ralenti au maximum, répété à l'infini, ressuscité chaque fois qu'il donne l'impression de faiblir, énergiser les instants, leur redonner de la force, leur redonner de la densité chaque fois qu'il y a danger, risque d'affaiblissement, risque de, comment dire, il faut toujours que ce soit fort, que ce soit dense, que ce soit d'une que ça soit d'un concret, d'un concret, d'un concret vraiment prenant. J'ai la sensation, la véritable sensation. Donc, fondamentalement, avec cette histoire, on est plutôt dans le renversement un peu des choses, un peu dans la personne qui était devenue, qu'il a fallu exiler de sa mémoire pour pouvoir continuer de cheminer dans la voie du désir, du souhait, etc. Pourquoi pas ne pas la ressusciter et la faire de nouveau compagne de nos instants. Cet instant, je te le dédie à toi. Et cet instant, et c'est l'instant qui vient après, et l'instant qui vient de passer, et tous les instants. Je fais face au temps. J'affirme mon puissance d'évocation. C'est ce pouvoir d'évocation que je veux exercer sur le temps. Je m'oppose au temps. Je m'oppose aux forces de la conséquentialité. Il n'y a pas d'effet irrépressible. C'est, comment dire, c'est sa volonté propre contre toutes les lois, contre
toutes les règles, contre toutes les évidences. Voilà. C'est dans cette langue, ce français, que je te parle. Bien entendu, je trouve qu'il est beaucoup plus saillant de parler plutôt que d'écrire. Ma voix a sûrement changé, peut-être beaucoup changé, mais c'est moi. Il y a une continuité. Et sûrement, certains mots, j'aurais bien voulu te les dire au moment où on s'est rencontrés. Il y a sûrement des mots que j'ai prononcés et il y a des mots qui ne m'étaient pas venus et que je peux, en ce jour, te les dire, te les offrir. Ce n'est pas... Ah, il faut faire attention. Offrir, offrande, je ne voue pas un culte. Je ne te voue pas un culte. Ce que je tiens à mettre comment dire, en avant, c'est moi. C'est ce culte que je voudrais rendre à moi-même. Puisque fondamentalement, c'est mon histoire. Après, la personne qui est avec moi, qui joue avec moi, n'est qu'un comparse, une comparse, un comparse. Je ne sais plus, un comparse, oui. N'est que à faire valoir quelque part. À partir, c'est nier. Je tiens à introduire comment dire, cette volonté arbitraire. Je suis seul dans cette histoire. Et c'est moi qui joue le rôle principal. Mais toi, tu n'es que un... comment dire... tu n'as pas quelque part... c'est parce que c'est cette fiction, cette illusion du partage qui condamne les histoires, les relations. Il y a énormément de choses, d'ailleurs la plus grande part des choses qu'il faut garder pour soi. Ainsi, pour ne pas épuiser comment dire, ne pas tout révéler, pour pouvoir garder un espace à soi, garder comment dire, non pas des vérités, mais de garder une spécificité à soi. C'est le problème est dans cette envie impérieuse, comme un peu de vouloir faire un avec un autre. L'autre reste l'autre. Et il faut qu'il reste l'autre. S'il devient moi-même, ça ne fera que j'aurai besoin, à ce moment-là, j'aurai besoin d'un autre. J'ai besoin d'un autre pour mieux exister. Parce que dans ce jeu, il faut qu'il y ait deux personnes. Une partie, ça ne se joue jamais en solitaire. Cette partie de la vie, ce jeu de l'existence est un jeu à plusieurs partenaires s'il le faut. Et donc, je commence un peu à divaguer, mais je vais m'accrocher le temps de faire un petit moment, cet instant. C'est, comment dire, l'illusion de l'unité, l'illusion même de la complémentarité. À un moment, il y a, quelque part, on est face à un dilemme.
nous essayons de, de cultiver, de faire naître des histoires communes, des histoires convergentes. Et pourtant, c'est dans la divergence, c'est des histoires, c'est dans leur, leur cheminement propre que réside quelque part l'intérêt de la vie, la vérité des choses. Si le comment prendre ma plus belle voix, quelque part la plus belle voix, la plus expressive, non pas la plus voluptueuse, la plus expressive, et quelque part une voix pour dire un mot, mais ce mot, il sortirait nimbé de significations multiples. Il vibrerait sur plusieurs registres. Il exprimerait une multiplicité de sentiments. Un mot en soi, s'il est dit sans ornement, s'il est prononcé sans, sans avoir été enrobé, avec ces, comment dire, enrobé d'une, comment dire, de petites, comme s'il était, comme si un objet était, comment dire, un objet était enchaîné, plusieurs petits objets, un caillou était quelque part accroché de petits diamants, tout brillants, petits, mais chaque diamant a sa propre valeur, chaque diamant attire la lumière à lui, chaque diamant presque a une vie à lui, et quelque part un mot quelconque, mais chargé de mille lumières brillantes, plein de facettes, plein de, quelque part, un mot plein de promesses, plein d'évocations, un mot qui fait voyager, un mot qui fait qu'on est transporté d'un état à un autre, un mot simplement, et puis tout le décor change, l'aspect des choses varie, il se teinte des plus belles beaux reflets d'un soleil couchant ou plein de... Donc, un mot avec beaucoup. Encore que cette idée de toujours s'adresser à l'autre, comme si l'autre était doté d'un pouvoir. C'est cela aussi le problème, c'est de donner un pouvoir sur soi-même à l'autre. Lui dire, tu es quelque part le pourvoyeur de de ma bienheurosité. Tu vas être celui qui me nourrira, de ta personne. C'est trop, c'est trop de quelque part, trop d'honneur, trop d'estime. L'autre n'est qu'une proposition simple. Il est quelque part, il est nu. Et il faut, bien sûr, nu, il y a déjà une structure, mais cette structure il faut la couvrir, il faut lui donner un
un aspect achevé, il faut l'orner, il faut la rendre habitable. C'est la, comment dire, c'est d'accorder trop de c'est de considérer l'erreur, c'est de considérer l'autre comme quelque part un bienfaiteur, une sorte de corne d'abondance, de bienfaits, et que quelque part soi-même, on ne peut pas être dans cette situation. C'est d'accorder un pouvoir à l'autre qu'on n'aurait pas soi-même. Donc, et donc, ça crée un rapport, une relation de dépendance, une relation d'asservissement, sujétissement, assujettissement, gave de français. Et donc, nous avons, quelque part, c'est ces évocations et ces mots, c'est quelque part ce qui, à un moment donné, quand je commence à parler, les images s'éloignent, évidemment. L'effort demandé au cerveau, il ne peut pas être multiple, il se focalise sur les mots. Donc, quand je parle, l'évocation de la personne qui est en train de vivre cesse. Donc, évidemment, le lien reste, mais il n'est pas très, il est ténu, il est un peu affaibli. Donc, les mots sont en fait comme un rapport qu'on essaie de créer dans une sorte de no man's land de la sensation. C'est les mots qui produisent une, un semblant de réalité. Le mot essaie d'exister, de naître, d'émerger, et de là, de déterminer par lui-même la réalité et de donner une identité, une forme à une réalité, selon peut-être un schéma de lui seul connu. Et donc, c'est évidemment, toute histoire est d'abord affaire de mots. C'est pour cela que je m'accroche et que j'insiste sur les mots. Une relation, c'est une affaire de mots. Nous passons notre temps à essayer d'affiner notre capacité à dire les bons mots au bon moment. Mais nous avons aussi, paradoxalement, une tendance à oublier ce savoir, à agir quelque part comme si nous n'avions rien appris. Donc fondamentalement, nous avons une déproposition de mots, mais nous choisissons souvent les moins bons, les moins pertinents pour dire, pour passer un message. Et donc les mots sont nos alliés, mais aussi sont nos pires alliés, les pires des adversaires en puissance, puisque finalement, nous retrouvons, si nous prononçons une série de mots, nous retrouvons prisonniers. Nous créons une réalité. Nous créons une perception d'une réalité, ou plutôt comment dire, nous donnons nous donnons une impulsion aux choses. Alors que si, selon le choix des mots, l'impulsion va être différente et le résultat sera différent. Donc, le choix des mots est déterminant. Et déterminant dans la naissance d'une histoire, dans la naissance d'une fable, d'une légende, d'une illusion. Tout est affaire de choix et évidemment de discrimination, puisqu'il faut choisir les mots qui soient les mieux à transmettre ou à dire
ce que nous voulons. Nous voulons dire des choses et nous devons choisir les mots les plus à même de dire cette chose-là, les plus outillés, les mieux indiqués. Donc, je ne sais pas où j'ai trouvé cette petite force pour dire ces choses-là. Il est vrai que ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est de vouloir faire le voyage inverse, dans le sens où c'est moi, le quinquagénaire, qui irai rendre visite à un autre moi, à tout jeune, et qui lui dit, peut-être qu'il lui laisse quelques petites indications, quelques mots pour le guider. Et évidemment, en ce moment, j'ai l'illusion, évidemment, parce que souvent on dit l'impression, hein, j'ai mis à la place l'illusion d'avoir la capacité de pouvoir dire à l'autre ce que je veux de lui, et de le dire de façon qu'il soit à même de le faire adhérer à ma proposition. Il ne s'agit pas de faire fuir, ni d'alerter ou d'inquiéter. Il s'agit de dire les mots qui sont dans quelque part dans l'attente, qui serait un peu les mots attendus que l'autre attend de nous, mais qui soient nos propres mots, pas les mots qu'il aurait prononcés lui-même. Et donc revenir pour dire peut-être dire pas mieux, mais dire moins de choses. Dire moins de choses. Bien sûr, là je me suis éloigné de la proposition de départ, mais je reste quand même toujours en lien. Et c'est vrai que cet instant bizarre de la parole, moi je donne comment dire, de la crédibilité à la parole. Et beaucoup moins à l'écrit, puisque c'est l'écrit, et c'est vrai que il permet d'organiser la pensée, de hiérarchiser chapitre, machin, etc., paragraphe et tout, phrase, retour à la ligne et tout, tout est organisé, ordonné, ce n'est pas ce qui se passe, ce n'est pas la transposition de ce qui se passe dans le cerveau. Il y a, à un moment donné, nous avons besoin d'aller explorer en parallèle un petit espace. Nous avons besoin d'habiter un espace de façon brève, et sans oublier que sans que nous voulions y rester longtemps. Et donc, ces choses-là, on ne peut pas les faire. On peut faire des flashbacks, mais ce n'est pas dans l'écrit, mais ce n'est pas possible. À un moment donné, nous avons besoin de parler rapidement, d'être un peu dans la mitraille. Et l'écrit, ça ne se fait pas. C'est le même rythme, obligatoirement. Alors que des fois, dans l'expression, dans l'avènement des mots, il peut y avoir une sorte de ralentissement. Où est le corps dans la production, dans l'ordonnancement, dans le rythme des mots écrits? Il est où le corps, sa respiration, son souffle? Quand le corps fatigue, on le voit comment? Quand les choses, quand l'intérieur vous fait bouger, exprimer les choses avec une certaine emphase, avec une certaine verve, avec une certaine, comment dire, vous accrochez au mot, vous le secouez presque. Et les gestes, où sont les gestes dans l'écrit, les choses? Donc il y a cette modulation, les mots, on les module comme on veut,
il y a bien sûr notre accent, mais il y a ces modulations. Ainsi, quand nous parlons, des fois nous ralentissons, décomposons un mot. Et quand il s'agit donc d'écrit, il n'y a pas de décomposition, ou alors c'est très rare. Donc voilà, donc je, c'est vrai que s'il y avait cette possibilité avant, ça aurait été beaucoup mieux que des lettres qui, elles, ou que de l'écrit qui, lui, est comment dire, l'écrit est archi, c'est du classique, c'est archi, il y a des règles, il y a des manières. Nous n'oublions jamais qu'il y a des gens qui écrivent des lettres à partir d'une sorte de manuel, lettres pour parler à un proche, pour chercher, pour s'adresser à une administration. Chaque lettre, chaque suite de mots, est réservé pour un usage précis. Et donc, pour ce qui est de l'oral, l'oral crée quelque part de l'originalité. Obligatoirement, il y a bien entendu tout un tas de mots qui sont des reprises, des emprunts. Et puis, n'oublions jamais qu'il y a des attendus. Dans les mots, les attendus de telle expression, etc. Ce sont des choses, on n'échappe pas complètement, mais on échappe plus qu'avec l'écrit. Donc s'il y avait la possibilité de parler, ça aurait été beaucoup plus clair. Et plus on parle, plus la pensée se clarifie, puis elle devient quelquefois, elle acquiert quelquefois de la puissance. Des fois elle en perd aussi, mais c'est la spécificité de la parole. Puisque quand nous sommes face à face, nous ne parlons pas par écrit, nous parlons par les mots. Alors que les mots, alors que l'écrit n'est qu'une sorte de rencontre, de passerelle entre les gens qui ne sont pas capables de se parler face à face. L'écrit est ce qui permet de combler cette impossibilité, ce fossé-là. Donc, il est 2h20, donc le temps passe. Le temps passe. J'aimerais, voilà un peu une sorte de petites choses espionnées, jeter un coup d'œil, comme ça, rapide, pas insister, pour voir à quoi ressemble la personne la personne dont j'ai parlé, et voir un peu, mais et comment faire si jamais elle a trop changé. C'est, comment dire, peut-être dans le sommeil, dans cette position un peu de fragilité et d'absence, que se révèlent quelques vérités sur l'être. L'être, quand il cesse d'être dans le renvoi du regard, quand il cesse d'être en vigilance, presque prêt à se battre, prêt à riposter, quand il se lâche, quand il devient matière inanimée. C'est très intéressant de voir à quel point cet être qui n'est qu'un autre moi-même et quelque part on n'a pas envie, on n'aura pas envie de faire de mal à quelqu'un qui dort, ce n'est pas possible, ça inhibe toute envie de violence. Et donc, peut-être entendre son souffle, puisque le souffle, est-ce que le souffle change avec l'âge? Peut-être qu'il se fait un peu lourd,
un peu plus audible, le souffle. Contre vents et marées, les marées du temps, les vents de l'oubli, contre l'impérieuse loi qui veut que les choses qui se font finissent immanquablement par se défaire. Ce qu'on fait, ce qu'on construit, ce qu'on imagine, ce qu'on espère, ce qu'on désire, finit toujours par subir la loi suprême, la loi de la transformation. Ainsi, quand le désir se transforme, qu'est-ce qu'il devient? Que deviennent les désirs morts? Est-ce qu'ils se décomposent? Est-ce qu'ils sentent mauvais? Est-ce qu'ils ont quelque chose? Est-ce qu'ils ont un destin? Est-ce qu'il y a un au-delà pour les désirs morts, les désirs décédés, les désirs oubliés, les désirs enterrés? Toi, ma chère, est toujours le choix entre maudire l'instant de la rencontre, plutôt remercier la providence, remercier le, la loi du hasard qui a fait que je t'ai rencontré et c'est avec toi et que j'ai été, pas avec une autre. Dois-je remercier? Dois-je être fier de cet instant? Un instant. Et c'est moi que je regarde. Je regarde cet être. Le pauvre. Non, non, il ne faut pas que je m'apitoie. C'est moi. C'est moi et je pourrais être amoureux de moi-même. Je pourrais être en adoration devant sa tête. Il était si frais, si enclin, si prompt à s'imaginer des choses. Il y avait une telle envie de faire deux, de faire union, de fonder quelque chose, de rencontrer, quitte à faire fi de tout ce qui est apparent, tout ce qui est des apparents, tout ce qui est quelque part ce qui est censé l'attachement contre toute raison, faire échec à la raison comme dirait un autre, raisonnante, s'attacher malgré et contre toute raison, contre toute logique, contre tout ce qui veut que il n'y a personne pour vous sauver, ni pour me sauver, ni pour te sauver. Nous nous sauvons nullement de rien. Nous faisons semblant. Nous mettons en pause un moment la force d'annihilation qui nous guette. Nous la mettons en veille. Mais cela finit par
les choses finissent par se réenclencher. Le destin reprend sa marche. Il reprend le pouvoir. J'aimerais continuer de t'appartenir par des mots du fond de la nuit, du fond du temps, du fond de la mémoire, des mots pour lutter contre toute envie d'oublier, contre toute risque d'oubli. Demain, peut-être, je serai atteint d'oublierie. Peut-être demain, je serai atteint dans mon corps de façon définitive. J'aimerais par-delà l'espace, le temps, par-delà les murs, par-delà les distances, par-delà tout ce qui nous oppose, continuer d'affirmer mon appartenance à ces instants. J'appartiens à ton sourire, j'appartiens à ton regard, à un regard, à deux regards, à certains regards, pas à tous. Il y a certains regards que je ne veux point revoir, mais écoute bien combien il se passe rien. À un moment donné, si on fait silence, on a l'impression qu'il ne se passe rien, notre histoire n'était rien. Qu'est-ce qu'elle a changé? Qu'est-ce qui a changé? Rien. Et pourtant, elle est énorme, elle est spectaculaire, elle est un accident majeur. Venir de si loin, pour te rencontrer, toi qui es venu aussi de loin, et être là, au même moment, disponible l'un pour l'autre, c'est excessivement inconcevable. C'est à un moment donné que l'inconcevable, l'imprévisible, l'imprévoyable devient une réalité. Un moment où j'ouvre, quelque part j'ai accès à ce qui serait demeuré totalement inaccessible à mon esprit. À un moment donné, j'ai fait irruption dans ton monde, un moment de rencontre, de si loin. Il a fallu tous ces déplacements, toutes ces convulsions, toutes ces contrariétés, toutes ces mésaventures pour aboutir à cet instant. Et cet instant est beaucoup, mais ô combien risible. Je voudrais rire tout cela de ma naïveté et de toi. Regarde-toi. Regarde-toi bouger, dire. Regarde-toi tracer
les mots, les mots du déni, les écrire, t'en réclamer, je te renie, je t'expulse, je te fais, je t'expurge. Faut-il continuer ou dois-je m'arrêter? Je pourrais parler encore un moment, mais je suis traversé par un petit moment comme un sentiment de je ne suis pas tout à fait, je me suis un peu décalé avec les paroles que je tenais, un petit décalage. Voilà aussi le risque de partir dans les paroles et on donne l'impression d'être toujours le même tracé et puis on se décale petit à petit et le résultat est que on se retrouve au bout d'un moment on n'est plus tout à fait dans ce qu'on avait prévu ou entrevu. En tout cas, cette proposition des 30 ans euh, de, euh, de fêter l'anniversaire des 30 années, et évidemment, c'est une proposition futile. Ça ne nous sert strictement à rien. Encore faut-il penser que certaines choses ont une utilité et d'autres n'en ont pas. Fondamentalement, ce qui est intéressant, c'est de toujours aller un peu avancer, euh, à, sans s'arrêter, mais avancer à petits pas, par le chemin, quelque part, d'une certaine, comment dire, intégration d'un certain nombre de choses qui étaient présentées de façon séparée, qui étaient même hiérarchisées entre ce qui était agréable et ce qui ne l'était pas, et d'avancer vers quelque part une vision donc plus intégrative, mais aussi quelque part à chaque fois prendre de la distance en élargissant la focale. Ainsi, la vision se fait plus globale, quelque part plus diversifiée. L'approche se fait moins centrée, moins exclusive. Nous devons, moi et vous, et tous, faire en sorte d'aller vers un rapport aux choses qui soit le moins exclusif, le moins tourné autour de soi-même, quelque part à chaque fois essayer de se positionner dans un tout évidemment largement plus grand que tous ceux à quoi nous pouvons euh, penser quelque part un tout qui lui comme une grande entité, une entité immense qui quelque part serait magnanime. Ainsi, la perception étendue offrirait la possibilité, serait magnanime et offrirait la possibilité de tout pardonner. Quelque part, plus on élargit le champ, plus on perçoit que ce qu'on a considéré comme difficile, traumatisant, décisif, n'est qu'en fait qu'un un petit événement, réellement qui n'a pas eu de conséquences au-delà
vraiment, bien entendu, une histoire. Le petit événement peut-être peut contribuer, accélérer des choses. Ainsi, cet événement, ce micro-événement, conduit à des micro-événements qui conduiront peut-être à des micro-événements un peu moins micro. Mais fondamentalement, nous sommes que des tous, ne sommes que des micro-événements. Nous faisons rien qui puisse fondamentalement changer la nature du vivant. Et quelque part, c'est comme ça que ça doit continuer, c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de raison de s'en offusquer ou de se sentir, comment dire, un peu insatisfait. Ce n'est pas de la résignation, c'est uniquement avancer au niveau de la perception, avancer vers quelque chose que notre histoire, ce que nous vivons ou nous ne vivons pas, ne soit en fait que quelque part un petit, une petite chose, une petite nuance, mais non significative dans la grande, comment dire, toile du vivant, dans la grande galerie du vivant. C'est petite, notre petite particularité, notre petit univers est vraiment évidemment à intégrer à des choses beaucoup plus grandes que soi-même pour peut-être essayer. Il faut toujours s'ouvrir à plus grand que soi-même parce que chaque fois que nous pensons être dans une situation que nous pouvons percevoir comme difficile, nous sommes dans une vérité partielle et quelque part nous devons, pour approcher d'une certaine objectivité, s'intéresser à tout le vivant. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai des problèmes et je ne peux jamais tuer des araignées et que même j'ai des problèmes pour tuer des herbes que je ne désire pas avoir dans mes pots. C'est le vivant. Évidemment, je ne pense pas à ce que je ne vois pas, à ce qui est micro. Mais une herbe qui pousse, qui elle ne fera pas de fleurs ou qui est en trop grand nombre, j'ai des problèmes à la faire mourir avant la fin de son cycle. Et comme ça, donc tout le vivant, évidemment sauf pour les insectes dits nuisibles, genre blattes, là j'ai des problèmes pour respecter cette théorie ou cette envie, cette pratique. Donc tout ce qui est autre que les blattes, j'aurais du mal à tuer. Donc certaines, quelque part, ça présage, ça préfigure un peu cette perception intégrative du vivant. Et quelque part, le vivant, dans la diversité de ses expressions et de ses représentants, est aussi digne de vie, aussi digne de réaliser, de se réaliser que moi-même ou qu'un autre de mes semblables. C'est une drôle de fin, mais il faut bien arrêter, comme on dit, il faut bien arrêter une guerre, il faut bien arrêter je sais plus quoi, on me dit, il faut bien arrêter une conversation de ce type, il faut bien s'arrêter un moment et continuer. J'ai continué à parler et j'arrive un peu vers 3 heures, donc le milieu de la nuit, et
à l'heure pendant laquelle j'avais commencé ces chroniques que j'ai appelées Rendez-vous dans la nuit et que j'ai un peu laissé tomber pour l'instant, mais que je désire reprendre. Le problème, c'est malgré tout les, le souhait ultime de cette histoire, un des souhaits ultimes, puisqu'il y en a plusieurs, c'est de parvenir aux oreilles de la personne concernée. Malgré tout, il y a un désir de rapprochement, puisque c'est, je m'incline devant cette chose-là. C'est une donnée indépassable. Je n'aurai jamais 2 fois 25 ans, je ne retournerai jamais. Donc cette période de ma vie est habitée par cette personne et même les années qui l'ont suivi. Et donc quelque part, j'ai ce désir, non pas d'adoubement, je n'ai pas envie de recevoir des signes d'estime ou de considération, c'est juste de quelque part d'apporter d'autres mots aux mots qu'elle retient de notre histoire. Elle est sûrement, comment dire, porteuse de quelques mots, de quelques expressions venant de moi, et j'aimerais les enrichir avec d'autres expressions, avec d'autres mots. Et quelque part, j'aimerais aussi me donner l'occasion de rendre ou de présenter un éloge, de faire l'éloge d'autres personnes que j'ai rencontrées, et aussi être dans ce cheminement, dans ce travail d'intégration, et que même les gens que j'ai approchés de façon assez écourtée, que je puisse leur donner, leur redonner vie dans ce travail de proposition. À vous de faire revivre, ou de faire renaître, ou de faire réexister vos personnes préférées, ou vos personnes, des personnes que vous avez envie de faire revivre. C'est intéressant. Ça économise les séances, le psy, ou même plusieurs séances, mais ça fait progresser. Mais quelque part, on enclenche un processus mental, et ce processus peut être intéressant. Ça change des conversations, soit qu'on a avec soi-même, des conversations silencieuses, soit les conversations à haute voix qu'on a avec autrui. Ça change des monologues, des dialogues, etc. C'est un autre type d'exercice, c'est un autre mode d'expression. Ça a son utilité. Il y a des choses qu'on fait et on ne s'en rend pas compte immédiatement de leur intérêt ou de leur bienfait. Cela nous demande un peu de temps. Mais aucun effort ne reste sans retour. Il y a sûrement un retour positif qui peut être attendu de ce type d'effort. À vous de faire vos propositions. Et voilà, donc si cela vous dit quelque chose, comme on dit, c'est pour finir, le français, quand on a l'impression de bien le prononcer, devient une langue facile, aisée. Des fois, ça se refuse, des fois, ça, comment dire, ça se rétive, des fois, ça devient rétif, des fois, ça se plie, c'est plus souple. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pratiquent pas d'autres langues, et j'ai quelque part, un peu envie
de les entreprendre dans la seule langue qu'ils possèdent, cela me permet de quelque part comme si j'avais toujours, je jouais avec eux, mais que je gardais toujours un jeu dissimulé, comme je gardais quelque chose dans ma manche. Ça me permet de les entreprendre dans un mode d'expression, puis je me réserve d'autres modes d'expression. Et c'est vrai que le choix du français implique, implique un certain cheminement mental. J'imagine que la personne à laquelle je pense, ne s'évade jamais de cette langue, de cette somme d'expressions et de mots, et qu'elle en est en quelque sorte prisonnière. C'est intéressant de pouvoir s'échapper. Je ne parle pas, pour moi les langues romanes, elles sont très proches, donc, mais une langue réellement différente, qui n'a pas de parenté avec la langue qu'on parle, avec le français. C'est intéressant de voir auprès d'autres langues ce qu'elles peuvent nous, comment dire, nous proposer comme image, comme présupposé, comme sentiment, comme impression, comment elles déterminent notre rapport aux choses, notre rapport au monde. La langue est aussi quelque chose qui crée du sens. La langue nous oblige aussi à emprunter certaines voies et à en délaisser d'autres. Jusqu'à un certain point, c'est un outil intéressant et la variété des outils permet des usages multiples. C'est cela qui est intéressant. La langue est un outil. Évidemment, l'outil est limité. C'est un outil qui ne peut pas, qui ne peut pas se, comment dire, se changer. Il est un outil pour un usage une fois pour toutes. Et donc la langue aussi, les langues aussi, chacune est pour quelque part pour un usage particulier. Et c'est cela, la diversité de langues permet d'échapper quelque part à ce qui est l'automatisme, les choses, comment dire, très attendues, quelque part les habitudes langagières, la facilité, ou plutôt le côté conventionnel, le côté très, j'allais dire, très, comment on dit, consensuel des fois d'une langue. Quand nous empruntons les mêmes images, les mêmes mots, les mêmes expressions, nous sommes aussi dans un consensus. Nous sommes aussi dans un certain formalisme et collectif. Et voilà, donc c'est un petit coucou à certaines personnes qui mériteraient elles aussi d'exister et de réémerger après toutes ces années d'abandon et quelque part les c'est fini, Marc.